Nouveau régime. Une chronique présentée par Caroline Perret, diététicienne et nutritionniste. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Caroline. Bonjour à tous. Caroline Perret est nutritionniste et diététicienne. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du goût. Exactement. Il y a quelques semaines, c'était la semaine du goût à l'école. Et partout en France. Et partout en France. Ça se prolonge tout au long de l'année. Donc la semaine du goût, c'est vraiment l'occasion de redécouvrir les goûts du terroir, de notre patrimoine gustatif français et puis plein de choses, donc de faire découvrir le goût aux enfants. Mais j'avais envie de parler un petit peu de ce sens du goût. Qu'est-ce que c'est exactement ? À quoi ça sert ? Parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose qu'on a, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors déjà, et pourtant, ça a une fonction assez précise. Première question, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette faculté-là du goût ? Exactement, ça s'appelle l'agueusie. C'est une maladie neuronale qui prive en fait... alors soit mécanique, soit neuronale, une connexion entre le cerveau et les organes. Et est-ce que c'est pas lié à l'odorat, le goût ? Oui, également, exactement. D'accord. Donc on va voir ça un petit peu, comment ça fonctionne. Ok. Donc, et à quoi ça sert surtout, parce que ça a une fonction, on ne sait pas, mais c'est pas là pour rien. Rien n'est là pour rien dans l'organisme, rien n'est là au hasard. C'est magique, hein, c'est merveilleux. Ça, la machine, l'organisme humain, c'est... incroyable. Donc alors, comment fonctionne le goût ? Donc on sait tous que sur la langue, on a des papilles gustatives qui sont les petites structures sensorielles qui ont des récepteurs gustatifs qui sont situés sur la langue, mais aussi sur le palais, les joues, l'arrière de la gorge. Chaque papille contient plusieurs bourgeons gustatifs. Chaque bourgeon contient des cellules réceptrices sensibles aux 5 saveurs de base: sucré, salé, amer, acide et umami. On va voir un petit peu oui, on en a parlé il y a quelques semaines à propos des algues. 5e saveur. Oui. Exactement. Je tiens à souligner que effectivement, on en avait parlé avant l'émission. On pense qu'il y a des zones très précises de la langue qui captent le sucré, l'acide, etc. Mais en fait, non, toutes les papilles ont des bourgeons réceptifs qui captent toutes les saveurs. Donc, il n'y a pas de zone de la langue prédisposée à sentir le sucré, à sentir le salé, etc. On peut le sentir partout et en fait, ça dépend de notre alimentation. Et les bourgeons se renouvellent toutes les 2-3 semaines. Donc, c'est pas défini. C'est pas aussi défini que ce qu'on pensait. Et ça va peut-être être développer, plus ou moins s'installer en fonction de notre alimentation. De notre alimentation, exactement. Si on a une alimentation qui est beaucoup plus salée, et ça dépend aussi des besoins, on va voir un petit peu plus loin, si on a une alimentation qui est plus salée, on va capter plus facilement sur le bout de la langue le sel, alors qu'en principe, on pensait que c'était le sucré. Oui. Voilà pourquoi aussi on peut se déshabituer. Hein. Exactement. Quid du piquant, de ce qui est piquant ? Qu'est-ce que tu veux dire par piquant ? Je veux dire, il y a des gens qui sont capables de manger quelque chose de très épicé, de fort, de piquant. Et justement, ça aussi, c'est une habitude alimentaire. Enfin, il y a des gens qui sont capables de manger très, 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 très piquant. Oui, je sais ce que tu veux dire. Mais ça, c'est vraiment une sensibilité, en fait. Oui, effectivement. Voilà. Mais c'est plus une question d'intensité qu'une question de diversité de goût, en fait. D'accord. Une fois que les récepteurs gustatifs sont confrontés au goût qu'ils reçoivent, il y a une transition de ce signal. Donc, lorsqu'une substance chimique, comme la nourriture, entre en contact avec les récepteurs gustatifs, ça déclenche une série de réactions biochimiques qui transforment le signal chimique en signal électrique, qui va être transmis au cerveau via le nerf gustatif, comme le nerf facial ou le nerf glossopharyngien, que le cerveau interprète comme une saveur spécifique. Et évidemment, il y a l'influence de l'odorat, donc le goût est étroitement lié à l'odorat. Les molécules odorantes qui sont libérées lors de la mastication, notamment ou naturellement par le produit, remontent par la cavité nasale et sont détectées par les récepteurs olfactifs, cette fois-ci, qui vont enrichir donc, cette expérience gustative. Ça va l'enrichir, mais quelqu'un qui n'a pas d'odorat... aussi la modifier, ça va la compléter. Effectivement, quelqu'un qui n'a pas l'odorat, il peut quand même avoir le goût. Peut avoir le goût, mais ça peut être modifié. Ouais, ça peut être modifié. On a vu ça notamment pendant le Covid, où des gens qui avaient perdu l'odorat, mais pas forcément le goût, mangeaient des choses et le goût n'était pas celui attendu. Je me souviens de ma sœur, par exemple, qui se brossait les dents avec un dentifrice à la menthe, qui avait l'impression que ça avait le goût de fraise. Ah oui.
Voilà, donc ce genre d'expérience, en fait, s'il manque l'un des goûts, ça peut perturber un petit peu l'interprétation la perception du cerveau. Donc très bien, donc en gros, notre langue et notre nez travaillent en équipe pour nous permettre de savourer et d'apprécier les aliments qu'on mange. Mais à quoi ça sert exactement ? Chaque saveur est associée à la présence de nutriments ou d'antinutriments particuliers et ça indique au cerveau les nutriments apportés par l'organisme. Le sucré signale la présence de sucre et de glucides, évidemment, et donc c'est souvent perçu comme une source d'énergie. Le salé va indiquer la présence de sels minéraux qui vont être essentiels pour l'équilibre électrolytique de l'organisme. L'amer, c'est souvent perçu comme un avertissement contre des substances toxiques. L'acide peut indiquer la fermentation ou la présence de vitamine C. Et le fameux umami, donc, qui est cette saveur délicieuse en japonais qui a été découverte, plutôt définie, on va dire, il y a quelques dizaines d'années, est liée à la présence d'acides aminés, donc de protéines, notamment l'acide aminé glutamate. Mais alors, ça a quel goût, ce umami ? Umami, oui. Ouais. Alors, c'est difficile à définir précisément. C'est vraiment le goût la sensation qu'on a quand on mange de la viande, cette sensation de bouche tapissée. Quand on mange des champignons aussi, des fromages vieillis, comme le parmesan vieilli. On a cette sensation que ça nous remplit la bouche, en fait. Voilà. Et c'est assez agréable, c'est assez satisfaisant. Et c'est ça, donc l'umami. Ok, voilà. C'est une grande découverte. Et donc cette reconnaissance de différentes saveurs et donc de l'association de ces saveurs à la présence de nutriments particuliers va permettre au cerveau de commander certains goûts en fonction des besoins de l'organisme. On parle notamment des envies des femmes enceintes, donc avec les fluctuations hormonales et les besoins accrus en certains nutriments, donc ça peut donc déclencher des envies spécifiques. Donc quand on a envie d'un aliment, c'est pas pour rien, c'est que notre cerveau sait qu'on a besoin de quelque chose. Et notre corps a besoin de quelque chose. Notre corps a besoin de quelque chose. Et il va le commander via cette reconnaissance des goûts, en fait. Ça marche aussi en cas de carence nutritionnelle. Si on a une carence en minéraux comme le fer, le cerveau va conduire la personne à se diriger, à avoir vers envie une viande rouge, par exemple, d'aliments riches en fer. Et également, pendant les activités physiques intenses, après un effort physique ou même après une longue journée de stress, ces fameuses envies qu'on a à la fin de journée, quand on est bien fatigué, de manger quelque chose d'un petit peu énergétique, d'un petit peu sucré, c'est notre cerveau qui nous dit tu as besoin de ça. Donc, en gros, il faut écouter son corps, finalement. Voilà, il faut vraiment écouter son corps, parce que ça fait partie des mécanismes qui montrent à quel point le corps s'adapte et se signale. Donc, le goût et les besoins nutritionnels sont étroitement liés. Donc, voilà, c'est assez fascinant de voir comment le corps sait exactement ce dont il a besoin et utilise nos sens pour nous guider. D'accord, mais alors quelqu'un qui, par exemple, ne peut plus manger salé, ça veut dire que son corps, il va quand même lui envoyer des signaux, mais on ne pourra pas répondre. On peut toujours répondre parce que le sel, c'est du chlorure de sodium, et il y a toujours moyen de trouver les nutriments chlorure et les nutriments sodium dans d'autres aliments. Voilà. D'accord. Par exemple, je reprends l'exemple de la viande. Oui. En général, il n'est pas nécessaire de saler la viande parce que la viande est déjà salée en elle-même. Voilà, il y a déjà pas mal de sels, d'électrolytes en fait dans la viande. Oui, donc, d'accord. Comme chaque semaine, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.